La mort mystérieuse de Lauryn Age. Lauryn Age était une étudiante de 21 ans du Tennessee qui a été retrouvée morte dans un cirque au large du lac Center Hill après avoir assisté à l'événement du week-end, le Wake Feast, du 25 au 27 juillet 2015. L'histoire officielle est qu'après avoir consommé une grande quantité d'alcool en faisant la fête, Lauryn est tombée de la falaise où elle campait avec des amis et dans l'eau en contrebas. Les causes du décès répertoriées sont un traumatisme provoqué par un objet contendant, puis ensuite une noyade. Malgré le comportement étrange de ses amis après la découverte de son corps, personne n'a fait l'objet d'une enquête en tant que suspect potentiel et les autorités ont classé son cas comme décès dû à une mésaventure, déclarant qu'elle ne pensait pas que d'autres personnes étaient impliquées. Cette affaire est vraiment déroutante, car il existe de sérieux doutes quant à savoir si l'histoire officielle est réellement ce qui s'est passé, et je pense que l'affaire mérite un autre examen par les enquêteurs. Lauryn Age est une étudiante de 21 ans, pleine d'avenir. Elle est née à Biloxi dans le Mississippi le 13 août 1993. Ses parents sont Sherry et Brian Age. Lauryn vivait avec sa mère, Sherry, et son beau-père, Michael Smith. Elle avait 3 frères et sœurs, Allison, Jordan et Joshua. La famille et les amis décriraient Lauryn comme ayant une grande personnalité. Elle était sociale, elle était extravertie. Sa mère décrira son caractère un peu plus tard comme sucré, mais avec un peu d'épices. Lauryn était passionnée. Elle était passionnée de danse, de chant et de sport, spécialement la gymnastique. Sa mère décrira plus tard comment elle passait des heures à copier des clips de musique, tout ça pour le reproduire devant sa famille. Lauryn a obtenu une bourse pour étudier la danse à l'université de Bethel, dans le Tennessee. Cependant, surprenant tout le monde, elle refusa la bourse et choisit d'aller étudier la justice pénale à la Vol State University. Lauryn avait une vie sociale bien remplie et un petit ami qu'elle décrivait comme étant son seul et unique. La mère de Lauryn, Sherry, a été extrêmement surprise lorsque sa fille lui a annoncé qu'elle souhaitait assister au Wake Feast. Le Wake Feast est un festival qui dure du 25 au 27 juillet à Nashville, dans le Tennessee. Celui-ci était tout simplement un tournoi de wakeboard qui se passait directement sur le lac Center Hill. Décrit comme l'un des plus grands tournois du Sud-Est, ce festival a pris en popularité de plus en plus pendant la dernière décennie. Lauryn a dit à sa mère qu'elle prévoyait d'assister au festival et avec qui elle prévoyait d'y aller. En l'occurrence avec Anna Palmer. Sa mère était très mécontente. Sherry n'était pas à l'aise avec le fait que Lauryn aille au festival. Pas seulement pour l'alcool et la fête, mais parce qu'elle ne faisait pas confiance en l'amie de Lauryn. Lauryn et Anna étaient amies depuis des années. Cependant, Anna était plutôt volatile. Elle entrait et elle ressortait de l'existence de Sherry selon si elle avait un petit ami ou non. La mère de Lauryn la décrivait comme plus intéressée par l'alcool et les garçons plutôt que sa fille. Sherry dira plus tard que, en tant que maman, elle avait eu juste ce fameux pressentiment. Mais Lauryn avait 21 ans et n'était plus une enfant. Sherry sentait qu'elle ne pouvait pas l'empêcher d'assister à ce festival. Pour essayer de dissuader les craintes de sa mère, Lauryn lui a dit qu'elle conduirait et qu'elle resterait dans une cabane près du lac au lieu de camper. Ainsi, le 25 juillet 2015, Lauryn a fait ses bagages, les a mis dans sa voiture, a dit au revoir à Sherry et Michael et s'est rendue au Center Hill Lake avec Anna Palmer. La mère de Lauryn se souvient d'avoir reçu pas un, mais 2 câlins avant qu'elle ne s'en aille, pour ce fameux week-end. Au dire de tous, le week-end a très bien commencé, car les filles ont partagé des photos d'elles-mêmes, soit en train de rire, en train de plaisanter dans la voiture, et tout ça directement dans les réseaux sociaux. Quand ils sont arrivés au lac, le couple a été rejoint par 2 gars, Aaron Lilly, qui s'est présenté à Lauryn comme le nouveau petit ami de Anna, et Christopher Stout, que Lauryn n'avait jamais rencontré auparavant.
Comme c'était le premier jour du festival, ils ont tous les 4 passé la journée à boire, à regarder des sports et à participer à la plongée en falaise, une activité assez régulière au festival. Il a été rapporté que pendant qu'ils sautaient d'une falaise, Lorraine s'était cogné la tête lorsqu'elle avait atterri dans l'eau et aurait perdu connaissance pendant quelques minutes. Quand elle est revenue à elle, elle a dit qu'elle allait très bien et elle a continué à boire. Alors qu'il était tout à fait possible qu'elle avait une commotion cérébrale selon les déclarations de ceux qui l'accompagnaient. Elle continuait de s'amuser pendant la journée, rien ne semblait hors de la norme. À ce moment-là, Lorraine découvre que les arrangements de couchage ont changé. Au lieu de rester dans une cabane comme il a été prévu, le groupe a décidé de camper sur une falaise surplombant le lac. Beaucoup de personnes se sont demandé ces dernières années si Lorraine était au courant de ces derniers arrangements. Effectivement, elle avait prévenu sa famille, son petit ami et même des étrangers qu'elle avait rencontrés pendant le festival que comme quoi elle serait dans une cabane, en toute sécurité. De plus, elle n'avait pas de matériel pour faire du camping ou de l'escalade. Pas de corde ni de tente. Tout ce qu'elle avait avec elle était un sac de couchage, des tongs et son téléphone et des vêtements de rechange. La falaise où le groupe campait présentait un dénivelé vertigineux de 27 mètres d'un côté et de 13 mètres, de l'autre. Le seul moyen d'atteindre le camping était assez ardu. Les 4 personnes devaient traverser le lac en canoë et utiliser une corde pour se hisser sur la falaise abrupte. Aaron et Chris étaient venus préparer, avec une tente pour Aaron et Anna et des hamacs pour Lorraine et Chris. Lorraine exprimerait immédiatement son mécontentement à propos des arrangements pour la nuit. Son amie Cassie, qui est également l'ex-petite amie d'Aaron Lily, avait rapporté plus tard que Lorraine lui avait parlé des arrangements pour dormir, qu'elle n'avait aucun intérêt romantique pour Chris et qu'elle avait parlé tout simplement à son petit ami. Bien sûr, nous n'avons que la déclaration de Cassie à ce sujet, mais de toute évidence, Lorraine et son petit ami étaient heureux ensemble, et elle n'était pas sur le point de compromettre cela pour une nuit dans un hamac. Après avoir soi-disant installé le camp, les 4 sont redescendus pour continuer les festivités. Des séquences vidéo du Marina Bar cette nuit-là la montrent heureuse et assez animée et montrent également Aaron et Chris entrant dans une prétendue altercation avec l'ex-petite amie d'Aaron, Cassie Frank. C'est aussi à ce moment-là que Lorraine exprime son agacement concernant les arrangements pour la nuit. Lorraine avait continué à se plaindre auprès de Cassie sur la façon dont elle a été jumelée par inadvertance avec Chris, simplement parce que son ami sort avec le sien. Lorraine, sur ces entrefaits, a également demandé à Cassie si elle pouvait rester avec elle, au lieu de retourner sur la falaise avec Anna, Chris et Aaron. Malheureusement, Cassie lui a dit qu'il n'y avait plus de place dans leur cabane. Ainsi, entre minuit et 2 heures du matin, les 4 retournèrent directement se coucher dans le camping. Des images prises par le groupe montrent qu'ils savaient à quel point il était dangereux de faire le voyage de retour au camping, surtout après avoir bu toute la journée et toute la nuit. Une vidéo mise en ligne les montre dans le canoë, se dirigeant vers la falaise en criant « On se dirige vers un piège mortel !» Malgré cela, ils regagnent leur hamac et leur tente en toute sécurité et s'installent pour dormir pour la nuit. Il y avait une photo de Lorraine et Chris qui aurait été prise à la fin de la nuit. Mais sur le cliché, il faisait encore jour, que ce soit sur l'image ou dans le reflet des lunettes de Chris. Mais malgré tout, ils sont tous les 4 revenus et se sont endormis. Lorsque le groupe s'est réveillé le matin du 26, ils ont constaté que Lorraine était partie. Ses affaires, y compris son téléphone, étaient toujours au camping, mais Lorraine était introuvable. En supposant qu'elle se soit levée plus tôt que le reste du groupe, les 3 sont allés au festival et ont continué leur journée, bien qu'ils n'aient aucune idée de l'endroit où se trouvait Lorraine. Ils ont demandé autour d'eux, ont parlé à certains des amis communs de Lorraine, ainsi qu'à Cassie Franks, mais personne ne l'avait vue ce jour-là. Sachant cela, le groupe n'a rien fait pour le signaler ni même chercher Lorraine. Ils ont continué les festivités de la journée et ont été vus dans différents bars en train de boire ensemble. Vers 16h45, Lynn Blair et son fils, Dylan, sont en train de pêcher sur le lac lorsqu'ils aperçoivent quelque chose dans l'eau.
Pensant au départ qu'il ne s'agissait que d'un short flottant, ils ont vite réalisé à quel point ils s'étaient trompés. Après un examen plus approfondi, ils ont découvert qu'il s'agissait du corps d'une jeune femme, flottant, le visage tourné vers le bas, dans une crique. L'officier Yarchuk, un policier en congé qui travaillait au festival en tant que chef de la sécurité, a été alerté pour la première fois par les employés de la marina, Diana et Harry Elder. Curieusement, avant même que Yarchuk ne puisse atteindre le corps de Lorraine, Harry Elder a noté dans son rapport « Aaron était dans un canoë en train de pagayer là-bas et il m'a dit « Cela pourrait être l'un de nos amis là-bas ». Et je pense que c'est étrange parce que nous n'avons pas annoncé publiquement quoi que ce soit à propos d'une personne dans l'eau. Elder poursuivit en écrivant « Je ne sais pas comment il a su cela ». Alors que le corps de Lorraine était hors de la juridiction de Yarchuk, il est immédiatement passé en mode enquête car il avait le sentiment que cela se transformait rapidement en scène de crime. J'ai remarqué un tas de traumatismes et de sang à l'arrière de sa tête, sur son côté gauche et vers son épaule, a déclaré Yarchuk. Il remarque également ce qu'il croit être une marque de morsure directement sur la poitrine de Lorraine. Il suggère qu'un kit de prélèvement en cas de viol est nécessaire. Malheureusement, les pensées de ceux qui étaient sur les scènes de crime se sont immédiatement tournées vers la famille de Lorraine. Tout ce à quoi nous pouvions penser, c'était que la vie de quelqu'un s'apprêtait à changer et que la mère était probablement à la maison en train de préparer le souper, attendant que la famille se réunisse. Et nous savions que cela n'arriverait pas, a déclaré Dina Elder plus tard. Malheureusement, la vie de la famille de Lorraine a changé à jamais lorsque plus tard dans la journée, l'adjoint du shérif du comté de DeKalb est arrivé au domicile de Sherry. Sherry déclara plus tard que pendant toute la journée, elle avait eu un très mauvais pressentiment. Quand l'adjoint s'est présenté à sa porte, il lui a tout simplement dit « Votre fille n'a pas survécu. Elle est morte. » La première réaction de Sherry a été de poser une simple question. Où sont les gens avec qui elle était? L'adjoint a reculé et il a dit tout simplement « Nous les avons, nous les interrogeons, une enquête a été lancée. » Après la découverte du corps de Lorraine, Anna, Chris et Aaron ont été emmenés par bateau sur le continent pour être interrogés. Immédiatement, il fut très suspect que Lorraine n'a pas été vue depuis la nuit précédente et que cela n'a pas été signalé. Des témoins ont déclaré à la police qu'ils avaient vu Anna, Aaron et Chris quelques heures seulement avant la découverte de Lorraine et qu'ils n'étaient pas alarmés par la disparition de leur amie. Les officiers sur le bateau décriraient les trois comme semblant nerveux, chuchotant entre eux. Les officiers ont prétendu qu'Aaron disait à plusieurs reprises à Chris et Anna « Ne dites rien, je parlerai ». Et ont noté que lorsqu'ils ont questionné Aaron, la seule chose qu'il a pu leur répondre, c'est « Je réfléchis à la façon de prendre votre arme et de descendre de ce bateau ». Mais cela ne s'est pas vérifié et Aaron n'a pas réussi et a été emmené pour un interrogatoire. Au cours des entretiens avec la police, ils ont tous affirmé lorsqu'ils ont été interrogés que Lorraine était partie depuis leur réveil, mais lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas pris la peine de le signaler ou de faire un effort pour la retrouver, ils ont tous répondu qu'ils avaient supposé qu'elle avait rejoint un autre groupe. Et à ce moment-là, ils n'étaient pas vraiment inquiets, car Lorraine connaissait pas mal de personnes au festival, avec qui elle aurait pu traîner. Finalement, cependant, leur histoire n'ont pas tenu la route. Ils ont tenté de les répéter mot pour mot, mais plus le temps passait, plus les histoires devenaient complètement différentes. Anna a dit à la police que Lorraine avait quitté le camping aux premières heures du samedi matin et était montée dans un bateau avec des garçons non identifiés. Anna a admis qu'elle savait que Lorraine avait laissé ses affaires, mais a de nouveau dit à la police qu'elle n'était vraiment pas inquiète à ce moment-là et a supposé qu'elle reviendrait à un moment donné de la journée pour récupérer ses affaires. Aaron, quant à lui, a dit à la police que Lorraine n'était même jamais revenue au camp avec eux, après avoir quitté le bar, que lui-même, Anna et Chris étaient allés au camping sans elle,
Chris, quant à lui, a déclaré qu'il croyait que Lorraine s'était levée au milieu de la nuit, mais il ne l'a pas senti quitter le hamac, insinuant qu'elle était tombée dans le lac à cause d'une envie pressante. Le corps de Lorraine, après avoir été sorti de l'eau, a été emmené à la morgue pour une autopsie. L'autopsie a révélé qu'elle était décédée des suites d'un traumatisme contondant. L'autopsie montre plusieurs blessures sur le corps de Lorraine. Doigt cassé, nez cassé, hémorragie dans le dos, sur les cuisses, des bleus et des ecchymoses sur le haut et le bas de son corps, dont une qui fait penser à une morsure directement sur sa poitrine. Dans les enquêtes typiques, une marque de morsure dans cette zone suggérerait qu'une agression sexuelle a eu lieu. Dans ces cas-là, des vérifications pour viol ont été entreprises. Cependant, aucune recherche pour viol n'a été faite sur le corps de Lorraine. La raison? Très simple, elle portait un tampon. Plus tard, un détective privé du nom de Sheila Wisoki a fait honte aux enquêteurs par rapport à cette affaire. Le shérif a dit qu'elle avait un tampon, donc elle ne pouvait pas être agressée sexuellement, et ça l'a exaspérée. Elle ajouta avec une forte voix qu'on pouvait être violée avec un tampon à l'intérieur. Le tampon aurait aussi pu être un leurre, placé là par son agresseur. Néanmoins, il n'y avait pas eu de vérification de tentative de viol ou non, et aucune preuve ADN n'a été prélevée sur le corps de Lorraine lors de l'autopsie. La mère de Lorraine a également déclaré aux enquêteurs que les vêtements que portait Lorraine à sa mort ne lui appartenaient pas. D'après sa mère, Lorraine ne s'était pas habillée seule. Effectivement, il y avait des boutons mal placés, son soutien-gorge était accroché à un seul œillet et les bretelles étaient tordues. Or, il était très inconfortable et peu probable que Lorraine ne les ait pas ajustées. L'autopsie a révélé que son taux d'alcoolémie était 2 fois supérieur à la limite légale, mais aucune drogue n'a été trouvée dans son système. L'autopsie a conclu que les marques sur tout le corps correspondaient à une chute de la falaise. Il y avait aussi des preuves d'écrasement dans la gorge que la police a attribuées au fait de frapper des rochers pendant la chute. Bien que beaucoup de gens, y compris la famille de Lorraine, pensent que cela était dû à l'étranglement. Il convient de noter que l'autopsie n'a trouvé que très peu d'eau dans ses poumons. Ce n'est pas impossible qu'elle s'est noyée, mais quand même peu probable. Ce qui signifie qu'elle était morte avant d'entrer dans l'eau. Malgré ces incohérences, la mort de Lorraine a été jugée accidentelle. La police l'attribuerait à Lorraine tombant de la falaise, ivre, heurtant le flanc de la falaise en tombant, lui causant des blessures, puis subissant un traumatisme contondant lorsqu'elle était entrée dans l'eau, en raison de la force de sa chute. Cassie a tenté d'exprimer ses inquiétudes concernant les événements étranges autour de la mort de Lorraine aux autorités. Cassie a déclaré à la police qu'elle était déjà sortie avec Aaron Lilly et qu'il était violent envers elle, détaillant ses blessures et fournissant une preuve photographique. Cassie a également révélé qu'Aaron avait été arrêté pour violence domestique et avait plusieurs DUI. Elle a également révélé à la police que Chris avait également un casier judiciaire et il avait 3 DUI et avait déjà été accusé d'avoir fui les lieux d'un accident. Malgré cela, la police a toujours insisté sur le fait que la mort de Lorraine était due à une mésaventure et a classé l'affaire sans suite. Cassie dira plus tard sur un podcast en discutant de Lorraine que ce soit un accident d'ivresse, que quelqu'un était ivre et qu'il l'ait blessée, mais il ne voulait pas la blesser. Je ne pense toujours pas qu'elle soit tombée de la falaise. Après qu'Anna, Chris et Aaron soient arrivés à la maison, Chris a publié des photos prises tout au long du week-end sur les réseaux sociaux sous-titrées « Meilleur week-end de tous les temps ». Les gens diront que Chris avait posté les photos avant que Lorraine ne soit retrouvée, et cette affirmation est contestée. Dans les jours qui ont précédé ses funérailles, les amis de Lorraine ont organisé une collecte de fonds au restaurant The Rudyard à Hendersonville, annonçant une bourse qui porterait son nom. Les funérailles de Lorraine ont eu lieu à Hendersonville le vendredi
31 juillet, moins d'une semaine après sa mort. Sa famille a choisi de jouer ses chansons préférées de Drake pendant la cérémonie et a dit aux personnes en deuil, sans aucun doute, le paradis est devenu un peu plus intéressant et beaucoup plus amusant. Les amis et la famille ont rempli l'église, donnant à Lorraine une cérémonie bien méritée. Bien que Anna, Aaron et Chris aient choisi de ne pas y assister. Anna et Aaron ont continué à sortir ensemble et ont finalement déménagé ensemble en Floride et se sont mariés. Sherry rapportera plus tard qu'elle avait contacté Anna et parlé avec elle pour lui demander plus d'informations sur le jour de la mort de sa fille. Les deux ont parlé sur Skype et Anna a de nouveau changé son histoire, disant à Sherry que Lorraine est allée faire pipi au milieu de la nuit et est tombée de la falaise. Sherry a rapporté que pendant l'appel Skype, le téléphone portable d'Anna a sonné et elle pouvait entendre Aaron, à l'autre bout du fil, dire à Anna de se taire et de s'en tenir à l'histoire. Sherry a décidé d'engager un détective privé, Sheila Wisoki, pour enquêter sur les incohérences entourant la mort de sa fille. Wisoki a pu faire réexaminer l'autopsie de Lorraine, ce qui a mis en lumière que l'enquête initiale n'avait pas révélé que Lorraine avait eu une hémorragie dans la gorge, ce qui aurait pu indiquer un étouffement. De plus, Sherry n'a jamais été informée de la raison pour laquelle les prélèvements pour viol n'ont jamais été effectués. Le réexamen de son autopsie révélerait la raison ridicule à laquelle l'indignation s'est ensuivie. L'officier de police qui n'était pas en service n'a pas non plus acheté la décision de mort accidentelle, en disant « Il n'y a aucun moyen que ce soit un accident. J'irai dans la tombe en croyant que cette fille a été tuée. Son corps a été déplacé et il cache la vérité. » Yarchuk travaillerait avec Wisoki pour prouver que la mort de Lorraine n'était pas un accident. Yarchuk et Wisoki ont mené plusieurs expériences à Center Hill Lake, impliquant un mannequin du même poids et de la même taille que Lorraine. Wisoki a dit « Quand vous regardez la falaise et que vous y êtes, il y a deux possibilités. Elle est tombée d'un côté, soit une chute de près de 30 mètres, ou elle est partie de l'autre côté. Il n'y a aucun moyen que ces blessures s'ajoutent à ce qu'il y a eu sur son corps. Donc, si elle était sans chaussures, la plante de ses pieds serait déchirée comme de la viande. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'une petite blessure dessus. Les ecchymoses, dans son dos, montrent qu'elle est tombée. Mais cela ne montre pas qu'elle est tombée de la falaise. Elle est probablement tombée du rebord sur un autre rocher. Le duo d'enquêteurs a donc testé cette théorie, poussant le mannequin de la falaise encore et encore, à différents angles, différentes forces. Cependant, à aucun moment, le mannequin ne tombe à l'eau. « Vous ne pouvez pas rester sur l'eau », a déclaré le journaliste Dennis Ferrière. Carl Lewis n'a pas pu se rendre à l'eau. Le meilleur sauteur en longueur du monde n'a pas pu se rendre à l'eau. Vous seriez attaché aux arbres et aux rochers, entre Yarchuk et Wisoki, ils ont jeté ce mannequin de la falaise plus de 50 fois avec les mêmes résultats. Nous l'avons laissé tomber et nous l'avons emmené dans différentes zones pour voir s'il pouvait toucher le bas de la falaise, a déclaré Wisoki. Ce ne pouvait pas se faire comme ça. Ça ne l'a pas fait, à aucun moment. Quand tu tombes, tu as tes bras et tes jambes. Tu ne roules pas comme une balle. Donc, il y a des bras qui s'agitent, des jambes qui s'agitent. Il n'y a aucun moyen qu'elle ait touché l'eau. Il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu rencontrer l'eau. Le couple a également noté que, dans une anomalie inexplicable, Lorraine était tombée à l'eau toute seule. Les courants allaient dans le mauvais sens et dans le sens opposé. Wisoki expliquait qu'elle aurait fini par la marina. Lorraine Age n'est pas tombée de la falaise dans l'eau. Yarchuk s'est également souvenu de quelque chose qu'il avait noté lorsqu'il avait trouvé le corps de Lorraine pour la première fois.
une forme de triangle distincte, en profondeur dans la poitrine. Après avoir réexaminé l'autopsie, il a été révélé que l'empreinte du triangle correspondait exactement à une section du canoë qu'Aaron et Chris avaient loué pour le week-end. Cela suggère que Lauren avait obtenu la marque après avoir été allongée dans le canoë pendant que son corps était déplacé vers la crique. Cependant, la police a rejeté cette nouvelle preuve qui prétend que la marque a été faite en sortant le corps de Lauren de l'eau. Yarchuk réfute absolument cela. Il était le premier sur les lieux et il savait que la marque était là depuis qu'elle a été retrouvée. Wisoki est d'accord, déclarant que l'angle de la section sur le canoë ne correspond pas à celui du canoë de sauvetage, mais à celui de Aaron et Chris. Elle souligne également le fait que les angles des sections du canot de sauvetage et de Chris et Aaron sont différents, un seul correspondant à celui marqué sur Lauren. La famille, tout en luttant pour la justice, a été constamment harcelée par des trolls. Les commentaires faits sur un fil Reddit à propos de l'affaire contenaient des informations fausses et préjudiciables. Cependant, les commentaires provenaient d'une adresse IP en Floride, dans la même rue que Anna et Aaron. Une petite enquête de Reddit a prouvé que les commentaires venaient de Anna Palmer. Et les commentaires ont été supprimés. Il semble toujours que le trio garde un œil sur l'affaire et les mises à jour jusqu'à aujourd'hui. Wisoki a commencé un podcast sur l'affaire intitulé « Sans avertissement », qui, à l'époque, était l'un des premiers. Maintenant, nous avons des gens comme Voice for Justice et Down the Hill qui utilisent de vrais auditeurs du crime afin de prendre conscience des cas ignorés par la police. En janvier 2016, Sherry a intenté une action en justice pour mort injustifiée de 10 millions de dollars contre Aaron, Lily, Anna Palmer et Chris Stout et Brixner Cambrell, dans le but d'obtenir la vérité. Pourquoi Brixner Cambrell ? Eh bien, il n'a jamais été mentionné auparavant dans aucune déclaration d'Anna, Chris et Aaron. Aucun d'eux n'a dit à la police que Brixner était avec eux au camping. Mais grâce à l'enquête privée, Sherry a découvert qu'il était là. Et elle voulait des réponses quant à la raison pour laquelle les trois avaient essayé de le dissimuler. Sherry a également obtenu une ordonnance du tribunal pour obtenir l'audio de tous les appels au 911 passés depuis le lac. Mais lorsqu'elle est arrivée pour récupérer le CD, on lui a dit qu'il avait été perdu en raison d'un problème informatique. La possibilité que sa fille ait passé un appel ou tenté de la joindre est celle qui la hante le plus à ce jour. Sherry a déclaré « Nous savons par d'autres amis qu'elle avait envoyé un message disant « Viens me chercher, je ne m'amuse pas, les gens sont méchants avec moi. » Elle n'a pas appelé depuis son téléphone, mais je connais ma fille. Je sais qu'elle aurait essayé d'appeler si elle avait eu des ennuis. Anna, Chris, Aaron et Brixner ont tous plaidé le 5e amendement qui permet aux témoins de refuser de répondre aux questions lorsqu'ils peuvent s'incriminer en répondant. Au cours d'une audience, on a demandé à Anna « Avez-vous étouffé, étranglé ou mis vos mains autour de la gorge de Lauren Hage entre le 24 juillet 2015, le soir où vous étiez ensemble et l'heure de sa mort ? Et avez-vous intentionnellement ou accidentellement tué Lauren Hage ?» auquel elle a refusé de répondre. L'avocat de Sherry a rétorqué « Ce ne sont pas des questions difficiles à répondre si vous êtes innocent. » Anna a été abandonnée par un juge du procès. La mère de Lauren a déposé une plainte pour mort injustifiée qui a ensuite été abandonnée. Mais pendant ce temps, un nouveau témoin s'est présenté. Un homme nommé Chris Brown séjournait avec sa famille à Center Hill Lake pendant le week-end du Wakefest et allègue qu'après minuit, le soir en question, il a vu un jeune homme nager vers le quai de la marina. Le jeune est monté sur le quai et semblait en grande détresse et semblait épuisé, affirmant qu'il avait failli se noyer en essayant de nager jusqu'au quai.
Les témoins affirment maintenant que le jeune homme qu'il a vu cette nuit-là était Aaron Lilly. Et si tel est le cas, cela semble contredire la déclaration du trio selon laquelle ils étaient déjà sur le chemin du retour vers leur camping à ce moment-là. Cependant, à partir de 2002, la mort de Lauren Taylor Age reste toujours un mystère. Pour la famille de Lauren Age, c'est le noir complet. Ils ne savent pas ce qui s'est passé pendant ce week-end fatidique. Mais une question demeure. La question qui hante encore la mère de Lauren. Qu'est-il vraiment arrivé à sa fille sur cette falaise? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter. À très bientôt sur Au cœur du crime.